Il existe des opérations de recherche qui ne recherchent pas une personne, mais la réalité elle-même. Notre histoire commence par la recherche d'une femme nommée Carla Vernel Lee. Ce nom existe dans l'espace numérique. Il est tissé à partir de fragments des tragédies d'autres personnes. Mais le vrai mystère n'est pas ce qui est arrivé à une femme, mais comment les histoires de deux vies différentes se sont entremêlées pour créer un fantôme numérique. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les recherches menées pour retrouver Carla Vernel Lee n'ont pas abouti à un seul élément de preuve significatif dans l'affaire de sa disparition. L'histoire de Carla Vernel Lee est l'anatomie d'un fantôme assemblé à partir des échos des destins d'autres personnes. Une chimère numérique qui nous pousse à nous demander ce qui est le plus réel, un être humain en chair et en os, ou son double informationnel vivant à jamais dans les labyrinthes du web. Cette recherche commence là où toutes les cartes et tous les itinéraires familiers s'arrêtent, dans un espace où les échos sont plus forts que les voix et où les ombres ne sont pas projetées par une personne, mais par un ensemble de données assemblées par la logique froide d'un algorithme. Nous avions l'habitude de penser que l'empreinte numérique était une preuve irréfutable d'existence. Mais si elle pouvait être la preuve du contraire? Et si elle pouvait créer une simulation de vie si convaincante qu'elle commence à exiger sa propre enquête? L'histoire de Carla Lee ne commence pas par un appel à l'aide ou un avis de disparition. Elle commence par un silence. Un vide assourdissant et retentissant dans les bases de données où devraient figurer les registres de naissance, de scolarité, de travail. Son nom apparaît soudainement, comme sorti de nulle part, déjà enveloppé du deuil de la rumeur et de la spéculation. Contrairement aux affaires non résolues ordinaires, pour lesquelles il existe un point de référence, le dernier jour où la personne a été vue vivante, Carla n'a pas ce point de référence. Elle émerge dans la conscience collective comme étant déjà disparue, comme un mystère longtemps résolu dont la réponse est tout simplement perdue. Cette incertitude initiale est la première anomalie de l'affaire. Elle oblige les chercheurs à faire le chemin inverse, non pas de la vie à la disparition, mais de la disparition présumée à la tentative de prouver qu'il y a eu de la vie. Les recherches ne sont pas menées dans des forêts ou des bâtiments abandonnés. Elles sont menées dans les espaces froids et stériles des archives numériques, où chaque clic de souris est comme un pas dans la neige profonde, ignorant les empreintes humaines. Et plus l'immersion est profonde, plus le sentiment que l'objet recherché n'est pas une personne, mais une idée dangereuse et contagieuse est fort. C'est comme essayer d'attraper le brouillard avec les mains. Plus on serre les doigts, plus il se dissipe rapidement, ne laissant qu'une sensation d'humidité et de froid. Qui est donc Carla Vernel Lee, si l'on en croit l'image qui s'est développée en ligne? Elle apparaît comme une victime, la figure centrale d'une histoire gothique américaine classique. Les détails de sa vie présumée sont rares et contradictoires, variant d'un forum à l'autre, d'un blog à l'autre. Dans une version, il s'agit d'une jeune femme qui s'est échappée d'une secte quelque part dans le Midwest. Dans une autre, il s'agit d'une mère célibataire de Louisiane qui a abandonné son enfant et a disparu après un mystérieux appel téléphonique. Dans la troisième, c'est une bibliothécaire tranquille de l'Oregon dont l'absence n'a été remarquée que des mois plus tard, lorsque des voisins se sont plaints de l'odeur qui se dégageait de son appartement. L'âge, la profession, le statut social, tous ces marqueurs fondamentaux de l'identité manquent à Carla. Elle n'est pas définie par ce qu'elle était, mais par ce qu'elle est devenue, une énigme. Son histoire est une toile vierge sur laquelle chacun peut peindre ses peurs et ses hypothèses. C'est ce vide qui la rend si attirante. Elle devient l'objet parfait pour la spéculation, un vaisseau que l'on peut remplir des théories les plus sombres. Elle a disparu parce qu'elle n'a jamais existé sous la forme sous laquelle elle est recherchée. Elle est perdue dans les chambres d'écho des données où des algorithmes, ignorant les émotions humaines, assemblent des bribes d'informations pour créer des monstres. Elle est un fantôme né de l'inconscient collectif d'Internet, une figure tissée de la peur de l'inconnu et du désir de trouver un ordre dans le chaos. Qui
Le contexte de cette situation est unique. Habituellement, une opération de recherche implique des professionnels, sauveteurs, policiers, bénévoles. La recherche de Carla Lee implique une foule anonyme et sans visage. Il s'agit d'une armée de détectives en ligne armés, non pas de talkies-walkies et de navigateurs, mais de moteurs de recherche et d'un accès à des bases de données ouvertes. Ils parcourent non pas des carrés de terrain, mais des téraoctets d'informations, à la recherche de coïncidences, élaborant des théories qui se ramifient et se multiplient à chaque nouveau commentaire. Le conflit caché dans cette affaire se trouve à la surface. Il s'agit d'une guerre entre la rumeur et les faits, entre la croyance collective en l'existence de Carla et le silence assourdissant des documents officiels. Toute personne qui cherche à connaître la vérité est confrontée à cette tension. D'un côté, des dizaines de sites internet racontent avec assurance le destin tragique de Carla. De l'autre, l'absence totale d'un seul rapport officiel, d'une seule coupure de presse qui confirmerait qu'une femme portant ce nom a bel et bien été portée disparue. Cela crée une atmosphère de dissonance cognitive, où la réalité elle-même semble malléable et peu fiable. La recherche ressemble à une fouille archéologique, où sous des couches de spéculation et de fantaisie, on doit trouver au moins un éclat de fait authentique, mais chaque nouvelle couche s'avère aussi artificielle que la précédente. À première vue, il s'agit d'une affaire non résolue classique, une parmi des milliers d'autres qui prennent la poussière sur les étagères de l'Internet. Il y a un nom, il y a une histoire, même si elle est vague. Il y a une communauté de personnes unies par un intérêt pour le mystère. Cette stabilité extérieure crée une illusion de sécurité, le sentiment que nous sommes simplement confrontés à une tâche complexe, mais tout à fait soluble. Il semble qu'il ne manque qu'un élément, un témoin clé ou un document perdu pour relier les points. Cette confiance est renforcée par le langage même utilisé pour décrire l'affaire. Les termes habituels du genre « true crime » sont utilisés « cold case »,« disparition mystérieuse »,« témoin silencieux ». Tout cela crée un cocon narratif familier dans lequel le spectateur ou le lecteur se sent à l'aise. Il connaît les règles du jeu. Il s'attend à des indices, des interrogatoires, des reconstitutions d'événements. Cette préparation, cette immersion dans une atmosphère familière est un élément clé du drame, car plus nous nous sentons confiants au début, plus le choc de la vérité est grand. Les fils de discussion des forums atteignent des centaines de pages. Les utilisateurs échangent des faits qui s'avèrent être de simples reprises des spéculations d'autres personnes. Mais dans ce bourdonnement collectif naît l'illusion de l'authenticité. Le dernier lien dans cette affaire, ironiquement, n'est pas un message à des proches ou un appel téléphonique. C'est le fait même que cette histoire existe en ligne. De nombreux messages sur des forums, des articles sur des sites consacrés aux crimes non résolus, tous servent en quelque sorte de dernier contact. Ils affirment avec assurance « Oui, Carla Vernel Lee a existé. Oui, elle a disparu. » Cette certitude collective agit comme un sédatif. Elle donne le sentiment erroné que les fondements de l'histoire sont solides. Il semble que puisque tant de gens en parlent, il doit y avoir quelque chose derrière tout cela. Cette illusion est renforcée par les détails qui fourmillent d'une source à l'autre, ajoutant de nouveaux détails, créant l'apparence d'une information confirmée. Cette certitude des proches, qui dans ce cas est la communauté Internet elle-même, prépare le terrain pour le principal rebondissement de l'intrigue. Elle prépare le terrain pour un drame dans lequel, comme on le découvrira plus tard, le protagoniste a disparu. C'est comme si l'on préparait une expédition vers une terre inconnue sur la base d'une carte établie à partir des récits de ceux qui n'y sont jamais allés. Le matériel est prêt, la route est tracée, l'équipe est enthousiaste. Personne ne se doute que la terre où ils se rendent n'existe tout simplement pas. Dans toute opération de recherche, il arrive un moment où le brouillard des hypothèses se dissipe et où la première trace distincte apparaît sur le terrain.
Ce moment transforme l'attente passive en action active. Dans l'affaire Carla Vernel-Lee, ce tournant ne se produit pas avec la découverte d'une voiture abandonnée ou d'une lettre de suicide, mais avec l'apparition du premier fait concret et vérifiable. La recherche, qui jusqu'alors errait dans un labyrinthe de rumeurs, trouve soudain un point d'appui. Ce point s'avère toutefois beaucoup plus sombre et froid qu'on ne pourrait le penser. La piste ne mène pas à l'histoire d'une âme perdue, mais au premier récit de base du dossier. Il s'agit d'un crime brutal, scandaleusement public, qui se déroule non pas dans l'ombre mais sous la lumière impitoyable des écrans, où la violence devient un spectacle. Au centre de ce récit se trouve un homme nommé Earl Lee Johnson. Selon les documents, il est condamné à la prison à vie pour un meurtre, mais pas un meurtre ordinaire, un meurtre qui a été diffusé sur les médias sociaux. Cet acte horrible a été diffusé sur Facebook Live, transformant un acte de violence privée en un spectacle public. Ce fait déplace immédiatement l'attention de la simple question « que s'est-il passé ?», vers des questions plus profondes et plus dérangeantes sur le mobile, le public et le rôle de la technologie dans l'amplification de l'horreur. Le choix de diffuser le meurtre en direct indique un motif qui va au-delà de l'acte lui-même. Il ne s'agit pas seulement d'un meurtre, mais d'une performance artistique. L'auteur du crime cherche généralement à dissimuler ses actes. La personne qui diffuse le crime cherche un public. Cet événement, ce déclencheur, devient le point de départ qui transforme la légende amorphe de Carl Lee en quelque chose qui peut être étudié au microscope de la science médico-légale. Les détails du crime décrits dans le dossier ne font que souligner son caractère personnel et violent. La victime aurait subi de multiples coups de couteau. Cette méthode d'assassinat, contrairement à un coup de feu tiré à distance, nécessite une grande proximité, un contact physique et de la force. Elle crée un étrange paradoxe avec la distance numérique fournie par la prise de vue en direct. Il existe une tension entre deux opposés, d'une part, la brutalité primitive et tactile, et d'autre part, la nature froide et détachée de la diffusion numérique qui transforme l'agonie réelle en un flux de pixels pour un public anonyme. Le support n'est pas accessoire. Il est au cœur de la nature du crime et de la psychologie de son auteur. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen de documenter la violence, mais d'un moyen d'en faire un événement, de faire en sorte que le monde regarde sans pouvoir intervenir. C'est là, dans ce rapport froid et clinique, que la recherche rencontre sa première contradiction insoluble. Il s'agit d'une découverte qui n'entre dans aucune des versions, qui existe comme une anomalie, comme une défaillance logique du système. Il ne s'agit pas d'un objet étrange trouvé sur les lieux d'un accident, ni d'une piste qui s'interrompt mystérieusement. C'est quelque chose de bien plus fondamental. C'est la date. Le dossier indique que la sélection du jury a commencé à la 19th Circuit Court. Le procès lui-même, dit le document, commencera le 8 septembre 2025. Cette date, 2025, est la rupture définitive et irréfutable dans la réalité de l'affaire. Elle transforme une preuve potentielle en un obstacle insurmontable. Il en résulte un paradoxe incontournable. Une personne ne peut pas être victime d'un crime à juger en l'an 2025 et en même temps être portée disparue depuis des années, comme le suggèrent les rumeurs sur le net. Ce seul fait prouve irréfutablement que l'histoire de la disparition de Carla et l'histoire du crime d'Earl Lee Johnson ne peuvent pas être liées comme on le suggère. La tension est créée par la collision de deux flux temporels opposés. L'un va du passé au présent, qui est la légende de la disparition. L'autre va du présent au futur, un procès qui n'a pas encore eu lieu. Au point d'intersection, Carla Vernel-Lee, un personnage qui, comme on le voit maintenant, ne peut appartenir aux deux mondes à la fois. C'est comme si l'on fouillait une ville ancienne pour y trouver un artefact daté du futur, un détail qui non seulement ne s'intègre pas dans le tableau, mais qui détruit la toile elle-même. Le choc de cette découverte est plus intellectuel qu'émotionnel. Il ne s'agit pas d'un cri d'horreur, mais d'une stupeur calme et froide.
Le moment où le chercheur qui regarde l'écran se rend compte que la carte qu'il a suivie n'est pas seulement fausse, mais qu'elle décrit une réalité différente. Toutes les théories précédentes, tous les fils de discussion, toutes les spéculations sur le lien entre Carla et l'affaire s'effondrent en un instant. Ce sentiment est comparable à celui d'un alpiniste qui, après avoir atteint le sommet, s'aperçoit que ce n'était qu'un faux sommet et que la vraie montagne se trouve à des kilomètres de là, derrière une gorge infranchissable. L'émotion est ici contenue, professionnelle, mais elle n'en est pas moins forte. C'est la frustration du temps perdu. C'est l'irritation de se rendre compte que l'on a été victime d'un piège informationnel. Il y a un silence. Un silence dans lequel on n'entend que le bourdonnement de l'unité centrale. À ce moment-là, toute l'opération est réévaluée. Si la piste principale s'est révélée être une imposture, quel était le fondement de l'affaire au départ? La croyance en l'existence de Carla Vernel-Lee est ébranlée pour la première fois. Jusqu'à présent, il s'agissait d'un axiome, d'un point de départ. Aujourd'hui, elle devient elle-même un objet de doute. Ce choc n'engendre pas la panique, mais une rage froide et analytique. Un désir de comprendre non pas tant ce qui est arrivé à Carla, mais comment cette désinformation complexe et multicouche a été construite. On passe du rôle d'enquêteur qui suit la piste à celui de déconstructeur qui démonte le mécanisme de l'illusion. L'objectif n'est plus de trouver l'homme, mais de comprendre comment son ombre a été créée. Il arrive un moment où il faut formaliser la perte. La première piste, si forte, si claire et si prometteuse, se révèle être une impasse opérationnelle. Un examen plus approfondi du dossier d'Earl Lee Johnson révèle un autre détail critique. Les sources fournies ne donnent pas le nom de sa victime. Il est caché derrière le langage juridique, derrière l'anonymat requis par la procédure. Le lien entre cette affaire et la disparition de Carla Lee s'est construit sur un seul élément, la coïncidence du nom de famille. Lee. Ce mot a servi de crochet sémantique sur lequel les algorithmes et l'imagination humaine ont enfilé deux histoires complètement différentes pour les coudre en un seul tissu monstrueux. C'est le seuil de l'irréversibilité. Il n'est pas possible de revenir à l'ancienne version. Il devient évident que le mystère se déplace de la question « Qu'est-il arrivé à Carla ?» à la question « Comment les deux histoires ont-elles été connectées à tort ?» La tactique de recherche doit changer radicalement. Il était nécessaire d'écarter ce signal, aussi fort soit-il, et de recommencer à ratisser la zone, en silence, loin des gros titres des journaux télévisés. Ce n'est pas un meurtre qu'il faut chercher, mais un simple nom. Cette décision marque l'échec du plan initial et le passage à l'improvisation. L'opération de recherche de l'homme disparu est officiellement terminée. Elle n'a jamais commencé. À sa place, une autre opération, beaucoup plus complexe et confuse, commence. Une opération visant à trouver la vérité dans un miroir numérique fissuré. Après avoir rencontré un mur de faits insurmontable, l'opération entre dans une nouvelle phase. L'échec de la première trace, la plus évidente, ne nécessite pas seulement un changement d'itinéraire, mais une remise en cause complète de la nature même de la recherche. C'est un moment d'adaptation. Au lieu de continuer à se heurter au mur froid de la narration du crime, il faut improviser. Si le récit bruyant et public du meurtre s'est avéré être un piège, la réponse se trouve peut-être dans son opposé, dans le silence et l'obscurité. La tactique consiste non plus à écouter les échos bruyants, mais à essayer de capter des chuchotements à peine audibles. La recherche s'éloigne de l'étude du crime pour se tourner vers l'étude de la mémoire. C'est une décision dictée par le désespoir, mais fondée sur une logique froide. Si le nom Carl Lee a été associé par erreur à l'affaire Earl Lee Johnson, il doit bien y avoir une source primaire quelque part, un autre Carl Lee dont l'empreinte numérique a été entraînée par inadvertance dans ce tourbillon.
Cette transition est comparable à celle d'une équipe de recherche qui, ayant perdu la piste sur un plateau rocheux, décide de descendre dans une gorge envahie par la végétation que l'on croyait infranchissable. Il s'agit d'une manœuvre risquée qui nécessite un ensemble d'outils et de compétences complètement différents. Au lieu d'analyser des documents juridiques, il faut maintenant passer patiemment au crible les sites web de généalogie, les archives nécrologiques et les médias sociaux. Il s'agit d'un travail minutieux, presque méditatif, où ce qui compte, c'est l'attention portée aux moindres détails et non la rapidité des résultats. L'improvisation consiste à abandonner l'objectif initial, à savoir retrouver la personne disparue, et à en adopter un nouveau, à savoir découvrir comment sa légende a été créée. La recherche passe de la question « Où est-elle » à « De quoi est-elle faite ?» Il s'agit d'un changement fondamental qui fait passer l'enquête d'une dimension criminelle à une dimension presque philosophique. La phase longue de l'opération est en cours. Il ne s'agit plus d'une course rapide sur la piste, mais d'un lent et épuisant passage au peigne fin du terrain numérique. La vie dure de cette opération n'est pas faite de nuits froides sous des tentes, mais de sessions de plusieurs heures devant un écran où le seul son est le bourdonnement de l'unité centrale et les clics de la souris. Il s'agit d'une immersion dans une nouvelle réalité, un monde de cimetières numériques qui renferme des millions d'histoires, interrompues et oubliées. Des plateformes comme legacy.com deviennent le premier champ de recherche. Chaque page, chaque notice nécrologique est une piste potentielle ou une autre impasse. Le travail devient une routine, une répétition méthodique des mêmes étapes, en tapant le nom Carl Lee dans le champ de recherche, en appliquant des filtres par date, par état, par mots-clés. C'est la pression constante des éléments, mais des éléments d'information. Au lieu du vent et de la neige, il y a le bruit de l'information, le bruit blanc des données qui menace de cacher le détail que vous recherchez sous une avalanche d'informations non pertinentes. Des centaines, des milliers de femmes portant ce nom. Carla Lee, une enseignante de l'Ohio décédée dans les années 2000. Carla Lee, un vétéran du Vietnam originaire du Texas. Carla Lee, une adolescente californienne décédée dans un accident de voiture. Chacune d'entre elles est une histoire distincte et complète qui n'a rien à voir avec notre fantôme. Le processus est exténuant, il lèche l'enthousiasme, ne laissant qu'une persistance mécanique. C'est comme le travail d'un chercheur d'or qui lave des tonnes de sable dans l'espoir d'en trouver un seul grain. À un moment donné, il y a une rupture psychologique. Le travail se heurte à un mur. Les heures interminables de recherche n'apportent que de la fatigue et un sentiment croissant de l'absurdité de ce qui se passe. Les doutes sur le but même de l'opération deviennent presque insupportables. Et si l'autre, Carla Lee, n'existait pas? Et si le nom dans l'affaire Earl Lee Johnson n'était qu'une simple coïncidence? Et si la légende de Carla Vernel avait été inventée de toutes pièces par quelqu'un? Comme une blague diabolique ou une expérience sociale? La conviction que cette énigme a une solution commence à s'estomper. Le sentiment est semblable à celui d'une personne perdue dans un labyrinthe de miroirs, où chaque mouvement ne fait que créer de nouveaux reflets, mais ne rapproche pas de la sortie. Cette crise est exacerbée par la nature même de la recherche numérique. Contrairement au monde physique, où l'absence de traces est une information en soi, dans le monde numérique, l'absence d'information est simplement du vide. Elle ne prouve ni n'infirme rien. Elle ne fait qu'accroître l'incertitude. Il y a un sentiment de culpabilité, un sentiment irrationnel que vous manquez quelque chose, que la réponse est juste devant vos yeux, mais que vous ne pouvez pas la voir à cause de votre inattention ou de votre fatigue. C'est le moment le plus dangereux de toute enquête prolongée. Le moment où l'enquêteur est prêt à abandonner, à s'avouer vaincu et à classer l'affaire, laissant le fantôme errer dans son domaine numérique. C'est à ce moment, au plus profond du désespoir, lorsque la recherche semble absolument inutile,
qu'une rupture intérieure se produit. Elle n'est pas due à une brillante intuition, mais à une simple persistance, à une dernière tentative, presque désespérée, de vérifier une dernière combinaison de filtres. Et cette fois, parmi des centaines de liens sans visage, quelque chose de différent apparaît. Un nouveau point de référence. Il ne s'agit pas d'un titre tapageur, ni d'un indice criant. Il s'agit d'une page de nécrologie calme et humble sur la plateforme legacy.com. Le titre dit simplement « Carla Lee ». Mais la date qui se trouve en dessous fait chavirer le cœur. Les messages du livre d'or datent de novembre 2013. C'est le deuxième résultat clé. Le deuxième récit. Si le premier était froid et violent, celui-ci, le second, s'avère chaleureux, endeuillé et intime. Il n'y a ici aucun mot de violence, aucune allusion au crime. C'est plutôt le portrait d'une femme qui est brossée avec les mots de ceux qui l'ont aimée. De vrais noms apparaissent ici, son mari, Bruce Lee, et sa fille, Wendy Visconti. Cette découverte ne répond pas à la question ultime, mais la change complètement. Il ne s'agit plus seulement de la recherche d'un fantôme. C'est la collision de deux réalités documentées, mais totalement incompatibles. L'une des Carla Lee est liée à un crime qui se produira dans le futur. L'autre, Carla Lee, est morte dans le passé, entourée d'amour. L'opération prend un nouvel élan, inattendu. Il ne s'agit plus de retrouver la personne disparue, mais de comprendre comment ces deux femmes, séparées par la mort, le temps et l'essence même de leurs histoires, ont pu donner naissance à un troisième double inexistant. L'espoir, au sens habituel du terme, s'est éteint au moment où la date du procès de Earl Lee Johnson est apparue sur l'écran du moniteur. L'espoir de retrouver une personne vivante et disparue s'était évaporé face au froid paradoxe du temps. Mais à sa place est né un autre espoir, plus complexe et presque académique, celui de trouver une histoire unique et cohérente qui pourrait expliquer toutes les contradictions. Aujourd'hui, avec la découverte d'un second récit, la nécrologie de Carla Lee, décédée en l'an 2013, ce dernier espoir s'estompe. Il devient clair qu'il n'y a pas d'histoire unique. Il n'y a que deux éclats, deux réalités qui n'auraient jamais dû entrer en contact, mais qui, d'une manière ou d'une autre, sont entrées en collision dans l'espace d'information, donnant naissance à une troisième image fantôme. L'opération de recherche qui a commencé avec l'objectif de retrouver l'homme est sur le point de s'achever, mais aucune réponse n'est apportée. Au lieu de clarté, il n'y a que plus de mystère. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de réponse, mais d'un effondrement fondamental de l'idée même que tout mystère devrait avoir une fin logique, bien que tragique. Ici, il n'y a pas de fin, seulement l'écho de deux histoires qui résonnent dans le vide. Cet état peut être comparé à l'épuisement ultime d'une équipe de secours qui a passé des semaines en montagne à ratisser la même place. Les jours de recherche se fondent dans un cycle sans fin de vérification des faits où chaque nouveau clic de souris est comme un pas sur une pente glacée qui n'apporte ni soulagement ni résultat. Les techniques, en l'occurrence les outils analytiques, donnent le meilleur d'elles-mêmes, mais elles ne peuvent pas relier ce qui ne l'est pas. La ressource qu'est la foi dans la résolution logique est presque épuisée. La société, sous la forme des forums et des blogs qui ont donné naissance à cette légende, est fatiguée d'attendre. Elle continue de s'accrocher à la version originale, plus simple et plus dramatique de la disparition, en ignorant les faits qui ne cadrent pas avec l'intrigue commode. Les officiels, s'ils étaient en charge de l'affaire, insisteraient sur la version la plus simple. Un accident ou une erreur de données, mais cette version n'explique pas la profondeur de la controverse et comment exactement la légende est née. Le sentiment d'incomplétude devient presque physique. Il ne s'agit pas seulement d'un cas ouvert, mais d'une blessure ouverte dans le tissu même de la réalité qui prouve que des choses à la fois réelles et totalement impossibles peuvent exister dans le monde numérique. Le dénouement de cette opération insolite n'apporte pas de soulagement.
Il ne s'accompagne ni du chagrin du corps retrouvé, ni de la joie d'avoir sauvé une vie. L'aboutissement de la recherche est l'acte froid et documentaire de la mise au jour de l'illusion elle-même. C'est le moment où deux artefacts irréfutables mais mutuellement exclusifs sont mis sur la table. La conclusion officielle de cette enquête peut être réduite à un tableau, une scission narrative qui démontre l'existence de deux univers distincts, qui ne se chevauchent pas et qui ne sont unis que par la coïncidence d'un nom. Il s'agit d'une clarification partielle qui ne fait qu'approfondir le mystère. Nous avons pu reconstituer la chaîne des événements, mais pas ceux qui concernent Carla Vernel-Lee, mais ceux qui ont conduit à sa création. Le dénouement, c'est le choc de réaliser que ce que l'on cherchait n'était pas une personne, mais une erreur dans le code de la réalité. C'est le moment où la carte s'avère plus importante que le territoire, parce que le territoire que nous cherchions n'a jamais existé. La première colonne de ce tableau récapitulatif peut être intitulée « Récit A, meurtre en direct à la télévision ». Le nom du sujet n'est pas donné, il est caché derrière le langage juridique et les règles de procédure. La date de l'événement. Le procès, qui commence le 8 septembre de l'année 2025, renvoie à l'avenir, au domaine des hypothèses et des attentes. La nature de l'événement, un meurtre brutal au couteau diffusé sur Facebook Live, suggère une horreur moderne et technologique. Le personnage clé est l'accusé, Earl Lee Johnson. Le ton émotionnel de ce récit est celui de l'horreur, de la violence et d'une procédure judiciaire froide et détachée. La deuxième colonne s'intitule « Narrative B, A Life Remembered », Récit B, une vie dont on se souvient. Le nom du sujet est ici Carla Lee. La date de l'événement, décès le ou avant le 2013 novembre, est ancrée dans le passé. La nature de l'événement est une mort paisible après la souffrance, comme l'indiquent les Maandandimk les mots « sans douleur ». Les personnes clés sont la famille, le mari Bruce Lee et la fille Wendy Visconti. Le ton émotionnel est celui du deuil, de l'amour, de la paix et de la mémoire lucide. Et il y a une troisième colonne, fantomatique, Phantom Narrative, Disappearance. Le nom du sujet est Carla Vernel-Lee. La date et la nature de l'événement sont inconnues. Les personnes clés sont absentes. Tonalité émotionnelle, mystère et incertitude. Cette table est la dernière trouvaille. C'est la carte de deux mondes et du fantôme qui est né à leurs frontières. Maintenant que l'opération est terminée et que ses résultats ont été enregistrés, il ne reste plus que la dernière étape, la réflexion. Le résultat de l'enquête est évident. La version officielle, celle qui circule sur le net, parle d'une disparition mystérieuse. Mais les faits indiquent autre chose. Ils indiquent que Carla Vernel-Lee n'a jamais existé. Le mystère se déplace donc enfin. La question n'est pas de savoir ce qu'il est advenu de Carla, mais comment est née cette histoire erronée. La genèse de ce fantôme numérique peut probablement être décomposée en 5 étapes successives, 5 défaillances du système qui ont conduit à la création de la légende. La première étape est l'association de mots-clés. Un algorithme de moteur de recherche, dépourvu de toute compréhension humaine du contexte, associe mécaniquement le nom de famille commun, Lee, au mot « meurtre » de l'affaire Earl Lee Johnson. Pour la machine, il ne s'agit pas d'une tragédie, mais de deux mots qui apparaissent souvent ensemble dans les articles de presse. C'est un acte de logique froide et sans passion, une synapse numérique qui a connecté deux nœuds de données sans la moindre idée de leur signification. La deuxième étape est la collision de données. Une fois la première association faite, l'algorithme poursuit sa recherche, poussé par sa logique sans âme, et trouve une page sur legacy.com consacrée à Carla Lee, un autre Lee associé au mot « mort ». À ce stade, une collision catastrophique se produit.
Deux flux d'informations qui circulent en parallèle et n'ont jamais été destinés à se rencontrer se rejoignent en un point. C'est un peu comme si deux trains circulant sur des voies différentes se retrouvaient tout d'un sur la même voie en raison de la défaillance de la flèche et se dirigeaient inévitablement l'un vers l'autre. La troisième étape est la défaillance sémantique. L'algorithme est incapable de reconnaître le contexte. Il ne peut pas faire la différence entre une mort violente et une mort après une maladie. Il ne comprend pas la différence entre des dates séparées par plus d'une décennie. Il confond mécaniquement le meurtre d'un article avec le nom Carl Lee d'un autre. Le patronyme Vernel a probablement été ajouté à partir d'une autre source non liée ou est une erreur complète, un artefact résultant de cette synthèse numérique. La quatrième étape est la mutation du récit. À ce stade, une personne intervient dans le processus. Le concept de disparition apparaît comme un trope commun dans le genre true crime, servant de pont entre un décès connu et un crime non résolu. Cela crée une histoire plus mystérieuse et plus convaincante, même si elle est fausse. Face à cet ensemble de données contradictoires, les gens choisissent instinctivement non pas l'explication la plus ennuyeuse, erreur de données, mais la plus intrigante. Enfin, la cinquième étape est la cascade d'informations. Ce nouveau récit erroné est repris par des fermes de contenu, des forums ou des médias sociaux, où il s'implante, s'enrichit de détails fictifs et est finalement découvert par l'utilisateur qui l'accepte comme un fait établi. Ce dossier ne concerne pas la recherche d'une personne disparue, mais la recherche de la vérité globale dans un miroir numérique dédoublé. La principale question qui reste en suspens après la conclusion de cette histoire est la suivante. Si une erreur d'algorithme aléatoire peut produire une personne inexistante dont la disparition fera l'objet d'une enquête, combien d'autres fantômes nés d'une interférence errent sur le web, attendant d'être découverts ?